Hey, salut tout le monde, c'est Benoît. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Russie 2019 qui a été, ma foi, plutôt intéressant, ouais, plutôt intéressant, un peu chiant sur la fin j'ai trouvé, mais globalement qui a été plutôt intéressant, que ce soit en termes de bataille, en termes de stratégie, en termes de consignes d'équipe, on va en revenir plus tard, mais non, c'était plutôt plaisant. Donc on va commencer par un petit point sur les essais libres. Et la première chose que je note, c'est Kiat, malchanceux, deux fois aux essais libres, aux essais libres 1 et essais libre 3, où le moteur n'a pas, euh, n'a pas tenu, donc c'est dommage. Deux fois, il finit 19ème des essais libres 1 entre les Williams, donc Russell devant, Kubica derrière, hein, ce n'est pas Kubica devant Kiat. Ensuite, Ricciardo se crash, alors aux essais libres 1, dans les toutes dernières secondes, au virage numéro 6. Donc, il a quand même cassé, hein. Je crois que l'aileron arrière a pris. Et la suspension arrière droite a pas apprécié non plus. Et à noter pour les essais libres en général, Ferrari au top, puisqu'ils ont dominé les essais libres 1 et essais libres 3. Ils ont quand même dominé les essais libres 2 si on compte que les Mercedes ont fini derrière. Donc, on s'attend à avoir, pourquoi pas, les deux Ferrari en qualification, mais cela ne sera pas le cas. On va donc passer en qualification, les qualifications du Grand Prix de Russie qui sont tenues hier. Et bah déjà on peut noter avant de passer aux éliminés de Q1 que vous voyez quand même à l'écran. On va noter d'abord la petite sortie de piste d'Alexander Albon qui casse sa voiture au virage 13. Virage 13 qui a quand même été virage 13 sera quand même un virage compliqué parce que Verstappen avait fait l'erreur aux essais Bro 3 où il part en tête à queue justement au virage 13, à ce virage-là, sans casse. Albon malheureusement a cassé un aileron arrière plié, suspension aussi. Ils ont dû mettre un nouveau fond plat pour la voiture. On en reviendra plus tard. Danny Kiat, bon, forfait, puisque Danny Kiat, il a déjà pété son moteur deux fois. Donc c'est-à-dire qu'il est obligé de rechanger de moteur, donc se reprendre potentiellement des places de pénalité derrière. Donc ils ont décidé de faire non, on va pas participer à la qualif. Donc les éliminés Kiat, Albon, Kubica, Russell et Raikkonen. Raikkonen dont c'est la deuxième fois qu'il se fait sortir en Q1. Ce qui est dommage. À noter quand même que Russell met un bon petit 1 seconde 1 à Kubica. Donc c'est compliqué pour Robert. Ensuite, donc les deux As qui passent. Les deux As qui ont un bon rythme, hein, puisque ça fait 6ème et 10ème en Q1. Donc pas mal. Beau rythme pour les As. Bon, malheureusement, ça va pas durer pour Magnussen qui se fait éliminer en Q2. Donc les éliminés Stroll, Magnussen, Giovinazzi, Perez et Gasly. Donc Gasly qui est donc le premier à choisir ses gommes, mais il a été pénalisé. Il avait été pénalisé justement. Donc on voit quand même Grosjean Q3. Grosjean, ça doit faire un bon moment qu'il pu passer en Q3. Minimum depuis la Hongrie là, ou la Belgique. Donc tant mieux pour lui, hein. Il a collé 4 dixièmes à Magnussen. Et donc le top 10, donc 10 Ricciardo, 9 Grosjean, 8 Norris, 7 Hülkenberg, 6 Sainz, pardon, 5 Bottas, 4 Verstappen, 3 Vettel, 2 Hamilton et 1 Charles Leclerc. Charles Leclerc qui réalise sa quatrième pole position de rang, la sixième de sa carrière. Cela n'était plus arrivé depuis Michael Schumacher en 2001 de faire 4 pôles consécutifs. Donc très belle pole pour Charles Leclerc qui met quand même 4 dixièmes à Hamilton et 4 dixièmes à Vettel. Pas mal. Très belle pole pour la part du Monégasque. Donc, donc voilà. Donc on va passer aux pénalités puisqu'il y en a eu des pénalités. On va d'abord commencer par Verstappen, Gasly et Albon.
qui ont pris 5 places, tous les 3 5 places de pénalité pour les mêmes raisons, donc changement à combustion interne, donc pour passer à la spec 4 Honda. Donc Verstappen par P9, Gasly par 16e et Albon de base devait partir 18e, mais comme je vous l'ai dit, à cause de son crash en Q1, un nouveau fond plat a été installé, et donc du coup ils n'ont pas respecté les règles du parc fermé, et donc contraint à s'élancer des stands. Ensuite, Daniel Kvyat, étant donné qu'il avait connu des problèmes lors des essais libres 1 et essais libres 3, euh, ils ont décidé de sacrifier les qualifications pour permettre aux ingénieurs d'avoir de la marge et de pouvoir travailler un peu plus sur la Toro Rosso Daniel Kvyat. Il a quand même été repêché par les commissaires, donc il a été invité à s'élancer 19e. Et Robert Kubica, qui a été auteur du 18e temps, a été donc pénalisé d'un recul de 15 places pour changement de turbo et de MGU-H. Il devait s'élancer 19e, mais donc du coup ne bouge pas de place parce que Albon justement devait s'élancer 18e et puis il s'élance des stands, donc du coup Kubica garde sa place habituelle. On va passer donc à la course parce que oui, il y a une course. Et ça a très bien commencé pour Sébastien Vettel qui a pris un plutôt bon départ. Autant sa première impulsion a été moins bonne que Leclerc et Hamilton, autant la deuxième partie, Vettel, tout de suite dans l'aspiration de Charles Leclerc, il s'est dédoublé à droite et il a pris la tête au virage 2 et après on l'a plus revu. Quoique. Donc il se retrouve en tête à la fin du virage numéro 2 devant Leclerc et Hamilton qui a repassé Sainz puisque Carlos Sainz a quand même pris un bon départ. Il s'est mis dans l'aspiration des Ferrari et est passé 3ème, mais Hamilton a retardé son freinage et donc là est repassé devant l'Espagnol. Plus loin, au moment où les feux s'éteignent, enfin quelques millisecondes avant que les feux s'éteignent, Raikkonen démarre un peu trop tôt, donc il a jump le start. Et puis après par la suite il s'arrête, il reprend le départ mais un mauvais départ, ce qui fait que il se fait totalement bouffer. Il est au moins à grosso modo 300-400 mètres avant même le deuxième virage. Et là, plus loin, en arrivant dans le virage 4, Giovinazzi se fait prendre en sandwich entre Grosjean à gauche et Ricciardo à droite s'accroche. Si Giovinazzi et Ricciardo peuvent continuer avec quand même une crevaison pour l'Australien, Romain Grosjean doit mettre pied à terre parce que sa voiture a été détruite. Déjà, si on peut voir justement le l'onboard de Giovinazzi, on voit que la suspension arrière droite de Romain Grosjean s'est cassée, donc il ne pouvait plus continuer. Donc, voiture de sécurité qui sort. 7ème abandon pour le français, qui est donc la pire série cette saison. Personne n'a fait pire. Et donc, une stat intéressante pour le Grand Prix de Russie, c'est que c'est la première fois depuis le Grand Prix de Monaco que le poleman ne garde pas son avantage. En gros, on a toujours eu au Canada, on a toujours eu comment dire, le poleman qui garde justement son avantage de la pole. Là, ça n'a plus été le cas. Donc fin du tour 1, Ricciardo s'arrête au stand au ralenti ainsi que Kubica. Alors Kubica, je pense qu'il a dû avoir des dommages et de mettre les pneus hard. Donc le classement à la fin du premier tour, cela donne Vettel, Leclerc, Hamilton, Sainz, Bottas, Norris, Perez, Verstappen, Hülkenberg et Magnussen. Magnussen qui a quand même pris un bon départ. Ensuite, quatrième tour à la relance de la voiture de sécurité, Vettel ne perd pas de temps et garde sa première place. Vettel au relance, il est pas mal. Hein. Il est pas mal au relance puisque il avait déjà douillé Vettel lors des 3 relances de safety car la semaine dernière. Là, tant mieux de le voir faire des très bonnes relances. Plus loin, on a Magnussen qui passe Nico Hülkenberg, le Danois, 9ème et 9ème. Désolé de la notification. Ensuite, 5ème tour, Vettel creuse légèrement l'écart sur Leclerc, puisque le Monégasque n'est plus dans la zone DRS de son coéquipier. Mais c'est là où tout commence.
puisque Ferrari demande à Sébastien Vettel de laisser passer Leclerc, mais celui-ci demande à Ferrari de le laisser devant encore 2 tours de plus. Ce qui veut dire, techniquement, non, je ne veux pas laisser passer mon coéquipier. En même temps, pour moi, je ne vois pas du tout de raison que Vettel laisse passer Leclerc, puisque Leclerc, il est moins rapide que Vettel. Vettel, il creuse l'écart quand même sur son coéquipier. Et puis merde, quoi. La consigne d'équipe, c'est nimp. Si tu veux dépasser ton coéquipier, tu le fais sur la piste. Tu demandes pas à ton coéquipier de... Enfin, tu demandes pas à l'équipe de dire oui, je suis plus rapide que mon coéquipier, demander à Vettel de s'écarter et de me laisser la place. Bah non, je suis désolé. Leclerc, s'il veut dépasser Vettel, il le fait sur la piste. Même si le Vettel il est plus rapide, eh bah tant pis, tu te débrouilles. Et donc dans un temps, Bottas passe 5ème au détriment de l'Espagnol. Ensuite, 6ème tour, Ferrari persiste et demande encore à l'Allemand de laisser passer Leclerc alors que Vettel est plus rapide et creuse encore l'écart, puisque Vettel a 1 seconde 3 d'avance sur Leclerc. Donc voilà encore une stratégie idiote pour Ferrari de laisser passer Leclerc sachant que Ferrari est plus rapide. Tour 7, Leclerc n'appréciant pas la situation déclare à la radio: vous m'avez mis dans cette situation, on en reparlera en fin de course. Ce qui veut dire que maintenant, vous m'avez mis dans cette situation, je dois réparer votre connerie. Plus loin, Max Verstappen prend le meilleur sur la Racing Point de Perez et passe donc 8ème. Donc pour revenir à la consigne d'équipe Ferrari, Leclerc, je vais... comment dire, Leclerc, il a un peu un comportement à la Hamilton. C'est que quand Leclerc n'obtient pas ce qu'il veut, limite il boude, limite il est pas content. Et, euh, et c'est ça qui fait que Leclerc, on peut le considérer enfin on va dire comme un, pas un tocard, mais un pilote surcoté, quoi, on va dire. Puisque Leclerc, il a quand même besoin d'une consigne d'équipe pour passer en tête. Certes, Vettel a fait pareil avec l'époque Raikkonen, certes, c'est pas le premier pilote à avoir fait, mais quand même, quoi, t'es l'espoir, enfin, pas l'espoir de Ferrari, mais enfin, le futur espoir de Ferrari quand Vettel partira en retraite, si ce n'est pas avant, tu demandes pas justement à Vettel de te laisser passer, tu dois justement prouver que tu es l'espoir de Ferrari et donc tu le dépasses sur la piste. Leclerc, il a vraiment une mentalité d'Hamilton. Quand je prends l'exemple de Australie 2016, où Hamilton, avec la meilleure voiture du plateau, n'arrivait pas à dépasser Verstappen, qui était à ce moment-là chez Toro Rosso. Sachant que la Toro Rosso, il est au moins 2 secondes moins vite que Mercedes. Donc, donc voilà, et il a tout de suite, limite pleuré à la radio en disant ouais, j'arrive pas à dépasser Verstappen, aidez-moi quoi. Et, euh, et voilà, donc pour moi, Leclerc, c'est non, c'est nimp. Pour moi, Leclerc, il a vraiment une mentalité à la Hamilton. Enfin bref. Tour 8, Vettel reste toujours devant Charles Leclerc et donc Laurent Mekies, qui est donc le directeur sportif, dit à Leclerc: Charles, on échangera les positions en fin de course. Ce que le monégasque répond par: je comprends, pas de problème, je connais cette situation. Pendant ce temps-là, Raikkonen lui est pénalisé d'un drive-through pour avoir volé le départ. Il nous a failli, enfin, il nous a fait une Maldonado pas 2012, mais sauf que Raikkonen c'est moins flagrant. Tour 12, Vettel continue de creuser l'écart puisqu'il se situe à 3 secondes 1 maintenant. 3 secondes 1 d'avance sur Charles Leclerc. 3 tours plus tard, Hamilton parti en M commence à rattraper le Monégasque qui lui est parti en S. C'est vrai que Mercedes ont quand même fait une stratégie audacieuse puisque les deux Mercedes sont partis en médium quand le top, alors on va dire le top 12 est parti en soft. Le reste derrière est parti en médium sauf 4 qui a tenté les hard. Donc les softs, tour 15, c'est vrai que c'est à ce moment-là où les softs commencent en général à s'écrouler. D'ailleurs, c'était indiqué dans les stratégies Pirelli. Au 17e tour, Hülkenberg est donc le premier pilote entre guillemets à vraiment avoir
son arrêt au stand ouvert, quoi. C'est pas à cause des dommages que Ricciardo et Kubica ont eu. Donc le premier réel pilote à s'arrêter au stand pour chausser donc des pneus médiums. Malheureusement, l'arrêt se passe mal et ressort loin. Il perd de précieuses secondes, l'Allemand. Au 21e tour, c'est Norris cette fois-ci qui rentre au stand et chausse lui aussi des pneus médiums. Il ressort 13e. Tour 22, cette fois-ci, c'est son coéquipier qui s'arrête. Carlos Sainz qui s'arrête pour des pneus jaunes. Tout le monde s'arrête pour des pneus jaunes. Enfin, pour le premier stop, vraiment que des pneus jaunes. Et il ressort 11e. Ensuite, 23e tour, Ferrari a préparé l'undercut pour Charles Leclerc. Ça faisait quand même quelques tours que Ferrari commençait à se dire: et si on fait rentrer Charles Leclerc plus tôt que en premier, plutôt que Vettel? Donc c'est le premier des leaders qui s'arrête au stand pour des médiums encore. Le monégasque ressort 4e. Ensuite, au 24e tour, Perez s'arrête au stand et change ses enveloppes. Il ressort 13e. Et tour 25, on a une belle bataille entre Albon et Gasly pour la 8e place. Alors si dans un premier temps le français réussit à résister aux Thaïlandais, Albon réussit à passer. Donc très belle remontée pour Albon qui grimpe de 11 places en 25 tours. Pas mal. Ensuite, 26e tour, Daniel Ricciardo dans sa course est ruiné depuis le premier tour, rentre au stand pour abandonner. 3e abandon pour le pilote australien après l'Australie et Bakou. Et Bahreïn, donc ça fait non même pas, ça fait 4e abandon. 27e tour, Vettel rentre au stand pour chausser des médiums. Et comme Ferrari le voulait, entre guillemets, Leclerc ressort devant Vettel. Et 28e tour, le tournant, puisque Sébastien Vettel est contraint à l'abandon suite à un problème mécanique. Alors, problème mécanique, on ne sait pas. Est-ce que c'est dû peut-être à un problème moteur? Est-ce que c'était un problème dû à son arrêt au stand? On ne saura vraiment pas, on saura jamais, enfin, pas jamais, mais on ne saura pas vraiment ce qui s'est vraiment passé pour Sébastien Vettel. Donc la voiture de sécurité virtuelle entre en piste, donc c'est le premier abandon de Sébastien Vettel. La VSC qui profite à plusieurs pilotes pour s'arrêter au stand, donc comme Stroll, Magnussen ou Kvyat, mais c'est surtout Hamilton qui parvient donc à réussir, qui parvient à ressortir devant Leclerc et garde la tête puisque il était en tête quand les Vettel et Leclerc se sont arrêtés. 29e tour, George Russell est victime d'une rupture de frein sur sa Williams et heurte le mur au virage numéro 8, ce qui permet donc une nouvelle voiture de sécurité, donc une deuxième voiture de sécurité, ce qui est dommage pour Russell, donc ce qui est son deuxième abandon consécutif. Donc il fallait que ça arrive. Donc 31e tour, deuxième arrêt au stand pour Leclerc qui cette fois-ci met les pneus rouges, comme sa voiture, et ressort derrière les Mercedes et juste devant Max Verstappen. Ensuite, 33e tour, la voiture de sécurité s'est retirée. Bonne relance de la part de Lewis Hamilton qui met tout de suite Bottas hors de la zone DRS. Et 3 tours plus tard, cela permet à Charles Leclerc de revenir sur Valtteri Bottas. DRS activé, mais le Finlandais réussit quand même à rester devant et parvient même à le faire sortir de la zone de DRS. Ensuite, 37e tour, Gasly se rate au virage numéro 2 et file tout droit. Son coéquipier Kvyat en profite pour le passer. Cette fois-ci, ils ne se sont pas touchés comme aux essais libres 2, où on a eu une petite touchette à ce virage-là entre Gasly et Kvyat, mais c'est plus une mésentente. Ensuite, 40e tour, Charles Leclerc parvient à revenir dans la zone DRS de Bottas, mais n'a pas les moyens d'attaquer le Finlandais, puisque Leclerc il a quand même bien bouffé ses pneus. Alors que pendant ce temps-là, Hamilton, on le revoit plus. Hamilton, il s'est envolé et puis il file vers sa 9e victoire. Ensuite, 42e tour, cela commence à devenir un petit peu compliqué pour Magnussen, qui se fait dépasser par Alexander Albon. Donc il passe 6ème à 29 secondes quand même de la voiture de devant. Et se fait dépasser par Perez, ce qui vaut pour l'instant une 8ème place. Ensuite, 44e tour, Hülkenberg vise la 9ème place de Lando Norris alors que son coéquipier Carlos Sainz est P5. Renault va encore perdre des points sur McLaren. Et oui.
puisque point au classement, McLaren est 4ème avec 101 points, alors que Renault est 5ème avec 48 points, soit une avance de 33 points, ce qui commence à être conséquent. Alors que pendant ce temps-là, Robert Kubica abandonne et porte le nombre d'abandons à 5, soit 2 de moins qu'à Hockenheim, avec 7 abandons, on le rappelle. Et donc au bout des 53 tours de course, c'est une victoire de Lewis Hamilton et même un doublé Mercedes. Hamilton donc qui remporte sa 9ème victoire cette saison. Une victoire qui n'a plus connu de victoire depuis la Hongrie quand même, donc ça remonte. La Hongrie, sa 4ème donc ici en Russie. Mercedes invaincu puisqu'ils ont jamais fait un Grand Prix de Russie où ils ont fini 2ème. Ils ont vraiment remporté les 5 éditions, enfin les 6 éditions plutôt. Donc 4ème victoire ici en Russie après 2014, 2015, 2018 et 2019. 2017, on s'en souvient que c'était remporté par Bottas et 2016 par Rosberg. Et il remporte sa 82e victoire de sa carrière. Donc il se rapproche de plus en plus de Schumacher et il n'est plus qu'à 9 victoires devant donc Valtteri Bottas et Charles Leclerc qui parvient à sauver les meubles. Donc résultat de la course, donc Hamilton premier, Bottas deuxième, Leclerc troisième, Verstappen et Albon qui ont quand même réussi à remonter, donc 4 et 5. Sainz 6ème, Perez 7ème, Norris 8ème, Magnussen 9ème, puisque il se fait prendre une pénalité, je vous expliquerai plus tard. Hülkenberg 10ème, Stroll 11ème, Kiat 12ème. Pour sa 307ème course en F1, Kimi Räikkönen donc 13ème, Pierre Gasly 14ème, Antonio Giovinazzi 15ème. Et donc les 5 abandons qui sont Kubica, Russell, Vettel, Ricciardo et Grosjean. Ah, apparemment Vettel a été victime d'une perte de puissance. Donc les informations pénalité, donc comme je vous l'ai dit, Kevin Magnussen qui a fini donc 8ème de la course, se voit infligé de 5 secondes de pénalité pour avoir pris large le virage numéro 2 sans passer par le panneau, puisque vous savez que au Grand Prix sur le circuit de Sochi, le deuxième virage, tu prends large, tu es obligé de passer par les panneaux, sinon tu te prends une pénalité, ce qui est arrivé par Magnussen, ce qui est pas arrivé à Grosjean, bizarrement Singapour. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris. Je fais mon Grosjean, j'ai pas compris. Normalement, Grosjean aurait dû avoir la même sanction que Magnussen à Singapour, puisque lui aussi il a coupé le virage, il n'est pas passé par le panneau. Donc à cause de cette pénalité, il ne perd qu'une seule place et donc finit 9ème. Donc on va passer au top bof flop. Donc Hamilton et Bottas, c'est un top, clairement. Alors, j'ai eu j'ai eu des discussions avec certains sur Twitter en disant que, certains disent que Mercedes leur doublé ce n'est pas mérité et que sans ça, Vettel et Leclerc auraient sans doute fait 1 et 2. Et moi je suis pas d'accord. Parce que déjà Mercedes ont tenté le pari de partir en médium, déjà. Alors que les autres partaient en soft, donc déjà ils ont pris un risque. Lors de la VSC, les deux s'arrêtent et mettent des pneus soft. Donc déjà, ils s'arrêtent au moment de la VSC, ce qui est ultra bénéfique, surtout pour Hamilton, qui ressort en tête, je vous le rappelle, devant Leclerc. Et après, du moins Hamilton, on l'a plus revu. Les Mercedes ont été plus rapides dans la seconde partie de la course. Donc pour moi, le doublé, il est 100% mérité. Leclerc, c'est un flop parce que je pense que le gamin capricieux, clairement, je crois que c'est Orupteur qui l'a dit. Certains tweetos, certains tweetos disent, on dit ouais Leclerc, il a pas de titre. Leclerc, c'est que sa deuxième vraie saison, sa deuxième saison dans sa première chez Ferrari. Conclusion, cela veut dire ouais que Leclerc, calme-toi et ferme ta gueule quoi. Donc Leclerc, non, pour moi c'est un flop. Ok, il a fait la pole. Déjà, il finit 3ème, donc déjà c'est un flop. Mais en plus, son comportement, non. Son comportement, c'est... Ouais, en fait, son comportement, c'est vraiment digne d'un gamin pourri gâté. C'est comme Hamilton, en fait. Donc, ce qui est dommage, quoi, pour Leclerc, surtout pour... Ok, Leclerc, c'est un bon pilote, mais
Pour moi, il a pas la mentalité d'un pilote qui est un futur champion du monde. Je suis désolé. Donc ensuite, de Verstappen jusqu'à Stroll, c'est un top, clairement, hein. Donc Verstappen, Albon, Sainz, Perez, Norris, Magnussen, Hülkenberg et Stroll, c'est un top, clairement. Kiat, ça reste un bof parce que Kiat, bof parce qu'il a quand même été victime de problèmes moteurs lors du week-end. Trois problèmes, non, deux problèmes moteurs pardon ce week-end. Il a pas pris part au qualif. Il finit 12e parce qu'il y a quand même des abandons de vent. Il y a trois abandons, il y a trois abandons de vent. Vettel, Ricardo, Grosjean. Donc pour moi, c'est un bof. Raikkonen, c'est un top parce qu'après ce qui lui est arrivé, le faux départ, le fait que limite il cale sur la grille, ça l'a quand même bien sauvé. Gasly, Giovinazzi, Kubica, Russell, ce sont tous les quatre des flops, évidemment. Vettel, je l'ai quand même mis en top, puisque le week-end, il a été bon. Il aurait pu et même il aurait dû gagner. Et malheureusement, bah, le problème moteur chez Ferrari, enfin, a coûté très cher. Donc c'est dommage pour Vettel. Ricardo, bon, Ricardo c'est un flop. Et Grosjean, je l'ai quand même mis en bof parce que il se crache au premier tour, donc tu peux pas le juger. Je ferais même peut-être pu le mettre en top. Parce que certes Grosjean il se crache au premier tour, mais il a quand même fait une bonne qualif. Il démarre 8ème. Donc non, pour moi Grosjean ça mérite pas un flop. Dans tous les cas ça mérite pas un flop. Donc on va faire un petit point au championnat du monde des pilotes. Je vais vous mettre voilà. Donc Lewis Hamilton est donc large en tête, hein. 73 points, si j'arrive à calculer. 73 points d'avance sur Hamilton, sur Bottas, pardon, deuxième. Charles Leclerc, troisième. Donc il y a seulement 3 points d'avance sur Verstappen, quatrième. 19 points d'avance sur Vettel, cinquième. Pierre Gasly, sixième. Carlos Sainz, septième, qui revient fort, hein, 3 points seulement derrière le français de chez Toro Rosso. Alexander Albon, 8ème avec 52 points. 9ème Lando Norris avec 35 points. Daniel Ricciardo, 10ème avec 34 points. Nico Hülkenberg, 11ème avec 34 points. Je comprends pas que Daniel Ricciardo soit encore devant Nico Hülkenberg. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. Mais je comprends pas. 12ème Danny Kiat avec 33 points. 13ème Sergio Perez, 33 points. 14ème Kimi Raikkonen avec 31 points. Vous voyez que c'est serré quand même entre la 9ème et la 14ème place, hein, ça se tient en seulement 4 points. Donc très serré. Ensuite, Kevin Magnussen, donc grâce à sa P9, repasse devant Lance Stroll pour 1 point. Romain Grosjean, 17ème avec 8 points. Antonio Giovinazzi, 18ème avec 4 points. Et donc Robert Kubica ferme les pilotes manquant des points avec donc un seul point. Russell en a 0. Au classement des constructeurs, Mercedes, toujours, toujours une avance, hein, 162 points d'avance sur Ferrari. Red Bull qui revient petit à petit, enfin petit à petit non, mais il a quand même 98 points de retard sur les Italiens. McLaren Renault qui parvient à dépasser la barre des 100 points, ce qui n'était plus arrivé depuis au moins 2014. Et le motoriste avec le motoriste Mercedes, dont on reviendra dans le débat. Donc Renault qui perd encore des points sur McLaren à 68 points. 6ème Toro Rosso avec 55 points. En bataille avec Racing Point avec 52 points. 8ème Alfa Romeo avec 35 points. 9ème As avec 28 points. Et donc Williams ferme la marche avec 1 point. Les débats à traiter. Donc évidemment, il y a eu les courses de soutien hier. On va d'abord commencer par donc les courses de soutien qui ont mené vers 2 titres, puisqu'en gros en F3 c'était une bataille entre Robert Schwarzman et son coéquipier Daruvala chez Prema. Donc c'était la dernière manche en F3, alors qu'en F2 c'était l'avant-dernière justement. Et Robert Schwarzman, il a pas
il a pas, comment dire, il a pas poussé quoi. Il a fini deuxième, si je dis pas de conneries, derrière Armstrong. Donc champion, hein. Donc plutôt pas mal pour Schwarzman. Est-ce qu'on le verra en F2 la saison prochaine? Pourquoi pas? On verra. À noter la première course du fils de Ralph Schumacher, un David Schumacher, qui était parti 25e quand même, qui a fini 20e pour une première course chez Campos. Campos qui n'est pas la meilleure écurie en termes de performance, ça reste quand même pas mal. Une bonne perf. On parle maintenant de F2 avec le titre cette fois-ci de Nick De Vries, le néerlandais de chez Hart, qui se battait avec Nicolas Latifi, enfin qui se battait avec Nicolas Latifi, plutôt qui confirmait sa première place, hein, puisqu'il était quand même loin devant à plus d'une soixantaine de points. Donc Nick De Vries qui remporte la course 1, ça lui a suffi pour remporter le titre. De toute façon, je pense qu'on le savait. Maintenant, ça reste une belle bataille pour la deuxième place entre Latifi, Giotto, il doit y avoir CT Camara pas très loin. Donc, qui sera le vice-champion du néerlandais? Eh bien, ça reste à voir, hein. D'ailleurs, le néerlandais qui s'est, depuis plusieurs semaines, qui s'est inscrit en Formule E chez Mercedes aux côtés de Stoffel Van Dorn. Ensuite, on a donc une rumeur. Une rumeur, pas à prendre avec des pincettes, mais une rumeur qui pourrait se confirmer, c'est que Toro Rosso pourrait changer de nom en 2020 pour AlphaTauri. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas AlphaTauri, AlphaTauri c'est une marque de mode qui a été justement fondée par Red Bull il y a 3 ans de cela, en 2016. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que Toro Rosso change de nom pour AlphaTauri, si vous voulez que Toro Rosso reste le nom, enfin que le nom Toro Rosso reste en F1. À noter que c'est juste Toro Rosso qui change de nom, hein. Red Bull n'est pas impacté, hein. Toro Rosso change de nom, mais Red Bull garde toujours le nom Red Bull. Ensuite, on l'a appris il y a quelques jours, donc McLaren Mercedes, c'est officiel, ça sera de retour en 2021. L'écurie de Woking a donc signé avec le motoriste britannique jusqu'en 2024. Et donc, la question que l'on peut se poser, c'est quel avenir pour Renault? Puisque Renault sera potentiellement la seule écurie motorisée Renault en 2021. Sachant que 2021, c'est la saison où on va avoir une nouvelle réglementation majeure de la F1. Donc quel avenir pour Renault? C'est ça le problème, puisque Renault, on le sait que c'est une écurie, plutôt une écurie et un moteur performant, le moteur Renault, c'est pas le problème. Le moteur Renault, il est quand même rapide, il a quand même des problèmes de fiabilité, même si la dernière casse d'un moteur Renault, ça doit dater de d'Allemagne avec Ricciardo. Donc ils ont plus trop de problèmes de fiabilité. Ça reste quand même un moteur qui est, on va dire, moins fiable que le moteur Honda. Dommage que Williams ait prolongé leur contrat avec Mercedes, parce que je les aurais bien vus motoriser justement l'écurie britannique, parce que Williams, clairement, je pense que c'est très compliqué pour eux, et s'ils n'augmentent pas leur performance, je pense que d'ici 3-4 ans, ça va mettre la clé sous la porte. McLaren a failli d'ailleurs y passer, mais la preuve, ils se sont relevés, et puis ils sont pour l'instant 4ème au championnat, donc c'est plutôt bien joué de la part des Britanniques. Pour moi, Renault, ouais. Pour moi, Renault, je ne les vois pas motoriser notre équipe en 2021. Peut-être dans le futur, peut-être un retour Toro Rosso Renault, même si c'est très compliqué avec l'ambiance qu'il y a eu fin 2017, on se rappelle, quand il y a eu un bisbille entre Renault et Toro Rosso, où Renault menaçait justement Toro Rosso de ne plus donner leur moteur pour les 2 derniers Grands Prix
de la saison 2017, à savoir le Brésil à Abu Dhabi. Donc, je sais pas. Est-ce que Renault restera la seule écurie motorisée par Renault? En même temps, c'est logique. Tu vas pas être motorisé par Ferrari, sachant que tu as ton propre moteur. Je trouve ça logique. Donc, à voir ce qui se passera dans les prochaines années. Et le dernier débat à traiter, j'avais complètement oublié d'en parler dans le dernier débrief. Mais alors, c'est une rumeur à prendre avec des pincettes, hein. C'est une rumeur F1 Actu. Donc, on va pas dire que ça soit la source la plus fiable du, en termes de d'infos en ce qui concerne la Formule 1. C'est, c'est plus, enfin, on va dire, se fier à motorsport.com, qui est vraiment le site fiable de la Formule 1, qui parle d'une 11e écurie pour 2020 ou 2020. Et cette écurie s'appellerait Pantera Asia F1 Team. Alors, c'est une écurie asiatique, me semble-t-il, qui a été racheteur de Marussia. Donc, perso, je pense qu'on risque de se retrouver avec un HRT 2.0, hein, Hispania Racing Team F1 Team. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Alors, apparemment, d'après Ross Brown, ça serait signé, ça serait confirmé qu'on aura Pantera dans les années futures. Après, moi, j'y crois pas trop parce que c'est assez bizarre quand même qu'il y a une seule source qui l'annonce et pas les autres. Surtout motorsport.com, j'ai vu que il n'y avait pas d'article qui parlait justement de, euh, de la venue de Pantera en F1. Donc je sais pas ce que ça va donner. Là aussi, on verra dans les prochaines semaines si c'est confirmé, si on aura vraiment une 11e équipe en F1. Maintenant, après, voilà, ça reste à voir. Et donc, avant de conclure ce live, cette vidéo qui dure quand même depuis 37 minutes, on va parler un petit peu je vais vous donner un petit peu des nouvelles de Juan Manuel Correa, hein, l'Américain qui a été gravement blessé suite au gros crash, au carnage de la Belgique qui a coûté la vie à Antoine Hubert. Correa, cela va un peu mieux, enfin un peu mieux, c'est pas trop le terme que j'aurais employé, mais on va dire que il veut tout faire pour garder son pied droit. Parce que, en gros, là, il doit subir dans les prochains jours une lourde opération qui est risquée, puisqu'il peut perdre son pied droit. Même, on va faire globalement sa jambe droite. Donc, autant dire que, grosso modo, il y a 80% de chances que ça soit fini de Correa. Que ça soit fini dans le sens qu'il arrête sa carrière, Correa. Après, Correa, c'était un bon pilote quand même. Bon, après, il s'est pas retrouvé dans la meilleure équipe non plus, hein. Il s'est retrouvé chez, chez la Sauber Junior Team by Charouz. Mais il a 20 ans et puis il peut se retrouver unijambiste, le pauvre. Donc on verra ce que ça va donner dans les prochains jours, mais espérons que ça ira mieux pour Correa. Et espérons aussi qu'on le verra dans les prochaines années recourir en sport auto. Et voilà, donc on a fini pour ce débrief du Grand Prix de Russie qui a été quand même fort passionnant. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me partager sur les réseaux sociaux et à lâcher le petit like qui fait plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix du Japon à Suzuka, terre de Honda, donc terre de Red Bull, terre de Toro Rosso, potentiellement terre de Mercedes puisque c'est là où ils sont doués. J'espère donc que cela sera intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.